Bonjour. Je vais commencer avec un dernier résultat que j'allais vous présenter la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps. Et après, on va parler de la conjecture concernant les familles d'ensembles stables par union. Alors, juste pour vous rappeler, on va prendre un sous-ensemble A de 0,1 puissance n ou f2 puissance n, et la frontière de A égale l'ensemble de x dans A tel que, ou peut-être je veux de x, y, tel que x appartient à y, n'appartient pas à A, et y égale x plus ei pour un i. C'est la frontière des arêtes. Je peux, par exemple, si j'ai si n égale 3 et A est cet ensemble-là, la frontière consiste de cette arête-là, pas cette arête-là, parce que les deux sommets sont dans A, cette arête, cette arête, cette arête et cette arête. Je crois que c'est tout. Je vais écrire delta IA pour la frontière dans la direction I, c'est-à-dire les arêtes telles que c'est comme ça, mais pour par exemple, si ça c'est la direction 3, non, si ça c'est la direction 2, disons, la frontière en direction 2 sera que cette arête-là. Et maintenant, nous allons voir une inégalité isopérimétrique pour la cube discrète. La taille minimale de la frontière d'un ensemble, un sous-ensemble de 0,1 puissance n, est au plus la taille de A multipliée par n moins le logarithme de la taille de A. Et pourquoi c'est une borne naturelle? C'est parce que il y a cet exemple. Si A égale 0,1 puissance d, c'est-à-dire tous les éléments de 0,1 puissance n qui sont 0, sauf dans les d premiers coordonnées, alors la taille de cet ensemble-là égale 2 puissance d. Et la frontière, si I est dans 1, 2, 3 et dans l'ensemble 1, 2 jusqu'à D, alors l'arête est interne et dans l'ensemble, et si I est plus grand que D, l'arête est externe. Et donc la taille de la frontière pour chaque sommet ou chaque
éléments de cet ensemble-là, il y a n moins d arêtes externes liées à ce sommet. Et donc, la taille de la frontière égale 2 puissance d n moins d, qui est exactement la taille de A multipliée par n moins le logarithme de la taille de A pour cet ensemble-là. Mais on a la borne, en général, pas que pour ces ensembles-là, et même si la taille de A n'est pas 2 puissance d pour un d. Et ce théorème-là est une dernière application du lemme de Shearer. Alors, soit x, une variable aléatoire, distribuée uniformément sur A, et on va écrire x pas égal à i pour x1 comme ça. J'espère que ça marche. Bien, et par le lemme de Shearer, alors chaque i appartient à n-1 des ensembles n sans i. Et donc, on a que l'entropie de x, qui est le logarithme de la taille de A, est au plus 1 divisé par n-1. La somme des entropies de x pas égale à i. Et on va réécrire cette expression un peu. Égale 1 sur n-1 en utilisant additivité. On a h de x moins h de x, sachant x pas égal à i. Et si on sait x1 jusqu'à xn, la seule chose qui reste à savoir est xi, la valeur de xi. Et donc, on peut réécrire ça comme ça. H de x moins h de xi, sachant x pas égal à i. Et l'idée est qu'on va relier ça à la taille de la frontière dans la direction i. Mais juste avant de faire ça, on va réarranger cette inégalité pour... Je multiplie les deux côtés par n-1 et je réarrange et j'arrive à l'inégalité que la somme des entropies est au plus l'entropie de x. Mais h de xi, sachant x moins i égale u,
Alors, pour cette partie, je vais retourner à ce diagramme-là. Alors, parlons de la direction comme ça. Alors, les possibilités pour U sont... ça et ça, il y a deux possibilités. Et si les deux points sont dans A, la contribution à la frontière est 0 et l'entropie est 1 parce qu'il y a deux points. Et là, s'il n'y a qu'un point, la contribution à l'entropie est 0 et la contribution à la frontière est 1. Et donc, égale 1 si je vais U et U plus et I sont dans A. Alors, U n'a pas une coordonnée I. Alors, ça c'est pas vraiment... bon, je vais écrire, peut-être c'est mieux d'écrire U0 et U1 appartiennent à A. Et 0 si U0, U1 égale 1. Et donc, la taille de H de xi, sachant x pas égal à i, égale la probabilité qu'on a un 1 ici, parce qu'on a toujours un 1 ou un 0, égale à 1 moins la taille de la frontière dans la direction i divisé par la taille de A. Parce que pour choisir un élément U sans une arête, il y a une correspondance entre ça et les éléments de A tels que si on ajoute EI, on arrive à un élément qui n'appartient pas à A. Et le nombre de ces éléments est exactement la taille de la frontière dans la direction I. Et alors, en substituant on n'a que et plus le logarithme de la taille de A, mais la somme des tailles des frontières dans la direction I égale la taille de la frontière. Donc on a n moins la taille de A, de la frontière divisé par A est au plus le logarithme de la taille de A. Et donc on a le résultat en réarrangeant. Et c'est pas très différent de la preuve pour les sous-ensembles de Z puissance D, mais c'est un petit peu différent. Et c'est un résultat assez important avec plein d'applications, cette inégalité isopérimétrique. Et il y a beaucoup d'autres preuves aussi. Mais c'est une belle illustration du lemme de Shearer. Alors,
Nouvelle section du cours. Les familles stables par union. Je vais commencer par une définition, soit A une famille de sous-ensembles de 1 jusqu'à n. Je crois que je l'ai déjà dit, mais juste pour vous rappeler, ça veut dire n dans les parenthèses carrées égale 1 jusqu'à n. A est stable par union si pour toute A, B dans A union B est aussi dans A. Il y a une conjecture très connue soit A une famille stable par union et il y a une exception. Donc il faut pas avoir un ensemble qui est vide. Et à part ça, tout va bien. Et la conjecture est que alors il existe I dans N qui appartient à au moins la moitié des ensembles de A, tel que le nombre de A dans A, tel que I est un élément de A, est au plus la moitié de la taille de A. Et c'est toujours un problème ouvert. Et je vais essayer je vais présenter un résultat assez récent de Justin Gilmer. Je vais écrire son nom tout de suite. Qui a obtenu une conclusion comme ça, mais avec 1 sur 2 remplacé par 3 moins racine carrée de 5. Ah non, lui, il a obtenu 1 sur 100, mais tout de suite après, d'autres chercheurs ont utilisé exactement sa méthode pour obtenir cette constante-là. Et je vais expliquer pourquoi ce nombre un peu bizarre est assez naturel dans ce contexte. C'est pas tout de suite évident, mais c'est une borne naturelle pour le problème. Alors, moi, je vais présenter ça. Mais d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Alors, la raison pour laquelle ce résultat est dans ce cours est que, bien sûr, il a utilisé l'entropie. Et donc, je vais commencer par donner son vrai résultat. Qui est le suivant. Théorème. Soit x une variable aléatoire
qui prend des valeurs dans 0,1 puissance n et soit y une copie indépendante de x, et si h de x, h de y n'égale pas 0, et pour toute i, la probabilité que i est un élément de x, alors x est un sous-ensemble aléatoire de 1 jusqu'à n choisi selon une distribution qu'on ne connaît pas, est au plus est moins que 3 moins racine carrée divisé par 2, alors l'entropie de x union y est plus grand que l'entropie de x égale l'entropie de y. Alors, c'est symétrique. Et pourquoi ce théorème suffit pour établir la conjecture quand on remplace 1 sur 2 par 3 moins racine carrée sur 2, racine carrée de 5 sur 2. Excusez-moi, on n'arrive pas à dire la borne pour la probabilité. Pour quelle probabilité? I appartient à x. Il est moins grand que 5 sur 2. 3 moins racine carrée de 5 sur 2, c'est la même nombre qu'ici. Si le théorème est vrai, soit A, une famille stable par union, et soit X uniforme sur A, alors l'entropie de X égale le logarithme de la taille de A, et X union Y prend des valeurs dans A parce que A est stable par union. Et donc, l'entropie de X union Y est au plus le logarithme de la taille de A par maximalité. Et donc, on n'a pas cette inégalité-là, et donc on n'a pas l'hypothèse, et donc il existe par le théorème I tel que la probabilité que I est un élément de X est au plus est au moins 3 moins racine carrée de 5 divisé par 2, et ça nous donne la conclusion ici, mais avec 3 moins racine carrée de 5 divisé par 2 à la place de
1 sur 2. Parce que cette inégalité-là équivaut à l'inégalité ici avec 3 moins racine carrée sur 2, puisque x est uniforme sur A. Alors, il suffit de prouver ce théorème, et donc on voit qu'on peut utiliser l'entropie en principe, mais ce n'est pas clair immédiatement que ça va marcher. Mais deux remarques en plus de préparation. Ça va nous convenir un peu plus de dire on va parler des sous-ensembles A de 0,1 puissance n en prenant des fonctions caractéristiques des ensembles. Et en remplaçant l'union par le maximum des... Alors, si j'ai... et le maximum de deux applications, c'est-à-dire si j'ai x1 jusqu'à xn par le maximum, je veux dire x1, xn, maximum yn, qui est la fonction caractéristique de l'union des deux ensembles A et B. C'est juste plus facile comme ça. Et donc, le théorème qu'on va prouver est que si x est une variable aléatoire qui prend des valeurs dans... j'ai écrit dans 0,1 puissance n. Alors là, peut-être j'aurais dû écrire... bien. Mais... Et l'autre remarque est que je vais commencer par utiliser comme hypothèse une inégalité qui n'est pas du tout évidente, mais après je vais essayer de prouver l'inégalité. Alors d'abord, soit h, la fonction h de x égale x logarithme de 1 sur x plus 1 moins x logarithme de 1 sur 1 moins x, qui est très pertinente quand on parle de l'entropie. Ça s'appelle la fonction binaire, ou de l'entropie binaire, je crois, en anglais, binary entropy function. H de x est l'entropie d'une variable aléatoire qui prend deux valeurs, 0 et 1, avec les probabilités 1 moins x et x. Alors, lemme, que je vais prouver plus tard, pour toute x, y, on a h de x, y est au moins phi sur 2 x h y plus y h x, où phi égale un nombre assez connu en mathématiques, racine carrée de 5 plus 1
divisé par 2. C'est la ration d'or. Nombre d'or. Merci. C'est le nombre d'or. Il y a une raison pour que le nombre d'or est pertinent ici. Je vais juste expliquer. Je vais esquisser un graphe de H. C'est un peu comme ça. Maximum égale 1. Alors, il est clair que H est symétrique par x égale 1 sur 2. Et donc, on peut se poser la question, quand est-ce que c'est le cas que h de x carré égale h de x. Et pour ça, on a besoin que x plus x carré égale 1. Et la solution de cette équation-là est l'inverse du nombre d'or. Et ça va être, on va voir qu'on a besoin de cette égalité-là. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a ce nombre ici. Et c'est la borne optimale pour cette inégalité. Mais on va voir tout ça un peu plus tard. Alors, preuve en utilisant le lemme. Alors, je vais réduire le problème au lemme. Et c'est cette preuve qui est vraiment la partie intéressante de la preuve de Gilmer. Et après, vérifier cette inégalité réelle est un peu pénible. Je ne vais pas vous donner tous les calculs, mais en même temps, l'inégalité, ce n'est pas que un exercice. Gilmer n'a pas réussi à le prouver. Et donc, il a dû trouver une approximation, et c'est pour ça qu'il a obtenu 1 sur 100 et pas 3 moins racine carrée de 5 sur 2. Et donc, je ne peux pas juste dire allez le prouver vous-même, parce que. Et donc, je vais vous donner l'idée, mais en essayant de vous épargner les détails les plus pénibles. Alors, preuve en utilisant le lemme. Nous voulons trouver une borne inférieure de h pour h de x max y en termes de h de x et h de y. Et pour ça, on va utiliser la formule en chaîne pour dire que c'est la somme k égale 1 jusqu'à n h de xk et j'ai introduit un petit peu de notation là où x moins k égale x1 jusqu'à x k moins 1. Alors c'est juste la formule en chaîne. Ça veut dire x1 max y1 jusqu'à x k moins 1 max y k moins 1. Et maintenant, peut-être la raison pour laquelle l'entropie est utile, je peux remplacer ça par
juste x moins k et y moins k sont le maximum. Et pourquoi? J'utilise la sous-modularité fonctionnelle dont j'ai parlé il y a 2 semaines. Puisque cette variable aléatoire est une fonction de ces deux variables, de cette variable aléatoire. Et donc, ici, j'ai plus d'informations quand je conditionne, et donc l'entropie a diminué. Alors ça, c'est par sous-modularité fonctionnelle. Et juste pour, peut-être pour vous rappeler, c'est la règle que h de x sachant y est au plus h de x sachant phi de y, qui est une conséquence assez facile de sous-modularité. Parce que h de x sachant y égale h de x sachant y et phi de y, parce que ça ne change rien. Et après, si j'utilise sous-modularité, j'arrive à quand je conditionne sur moins d'informations, c'est plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est plus facile parce que les deux variables-là sont indépendantes. Parce que y est une copie indépendante de x. Mais pour continuer, il faut un peu plus de notation. Alors, on va maintenant on va trouver une borne inférieure juste pour un des termes là, pour h sachant x moins k, y moins k, et pour toute u dans 0,1 puissance k moins 1, alors les valeurs possibles pour x moins k et y moins k, soit p de u égale la probabilité que xk égale 0, sachant que x moins k égale u, et q de u égale la probabilité que y égale 0, sachant que y moins k égale u. Alors, si y est une copie de x, p de u égale q de u, mais je l'écris comme ça parce que je ne vais pas vraiment utiliser le fait que y égale x. Je vais utiliser l'indépendance, mais pas vraiment autre chose. Et donc, juste pour souligner ça, j'utilise une notation différente pour les deux quantités. Et donc, en termes de ça, h de xk max yk égale x moins k, y moins k égale la somme sur u et v. La probabilité que x
moins k égale u, et y moins k égale v, mais il y a indépendance, et donc je peux juste multiplier les deux probabilités. Multiplié par l'entropie de xk, le maximum de xk et yk, sachant que x moins k égale u et y moins k égale v. Mais la probabilité que xk, yk égale 0, en sachant ces deux choses, est exactement pu qv, xk égale 0 ou 1, et donc ici on a h de pu qv. Je vais dire ça encore une fois, juste pour être sûr. Xk max yk égale 1, si et seulement si, égale 0, si et seulement si xk égale 0 et yk égale 0. Ces deux événements sont indépendants. Et donc la probabilité que xk égale 0 et yk égale 0, sachant que x moins k égale u et y moins k égale v, est pu qv. Et donc on a une variable aléatoire qui prend la valeur 0 avec cette probabilité-là et 1 avec la probabilité 1 moins ça. Et donc l'entropie égale h minuscule de pu qv. Oui, vous avez une question? En fait, vous avez écrit y moins k égale u, mais après ça devient qv. Je ne vois pas comment on a passé de qu à qv. Parce que ici c'est y moins k égale v, donc je change. Peut-être que ça aurait été plus clair si j'avais écrit ça. C'est pareil, mais voilà, c'est mieux comme ça. Et maintenant, je vais utiliser le lemme que vous avez peut-être oublié. On a une inégalité pour h d'un produit. Alors, l'inégalité magique vient nous sauver. Peut-être que je vais... Parce que ce calcul est toujours pas du tout facile, mais une fois qu'on a utilisé l'inégalité, tout devient beaucoup plus facile. Alors c'est au moins phi sur 2 multiplié par x moins k égale u, probabilité y moins k égale v, multiplié par pu h de qv plus qv h de pu. Et maintenant, par le lemme, et maintenant, on a des produits assez agréables. Parce que j'ai un produit là et un produit là, donc je peux prendre la somme sur U et la somme sur V séparément. Ici, c'est quoi
la probabilité que x moins k égale u multiplié par P de u. Alors, P de u était la probabilité que xk égale 0, sachant que x moins k égale u. Donc, ce terme-là, le somme sur u de ça multiplié par ça, égale la probabilité que x moins k, ou la somme sur u, la probabilité que x moins k égale u, multiplié par la probabilité que xk égale 0, sachant que x moins k égale u, et par la loi de probabilité totale, ça égale la probabilité que xk égale 0. Alors ça, il faut multiplier par la somme sur V de cette partie-là. Et ça égale l'entropie de cette variable aléatoire. Et si je prends la somme sur y moins k égale V de l'entropie de y k, sachant que y moins k égale V, c'est exactement la définition de l'entropie conditionnelle d'y, sachant y moins k. Alors ça égale h de y k, sachant y moins k. Et là, on est très très content parce qu'on va pouvoir utiliser la formule en chaîne dans l'autre direction pour, quand on prend la somme. Et par symétrie, l'autre terme égale la probabilité que y égale 0 multiplié par h de xk, sachant x moins k. Et on avait une hypothèse que la probabilité que i est un élément de x est moins que 3 moins racine carrée de 2 pour toute i. Et donc, la probabilité que xk égale 0 est plus de 1 moins 3 moins racine carrée de 5 sur 2. Je vais juste faire un petit calcul. 1 moins égale racine carrée de 5. Si je ne me... Oui, ça a l'air d'être vrai. Alors c'est égal 1 sur phi. Et donc on a 1 sur 2 h de xk, sachant que x, ou sachant x moins k, plus h d'y k, sachant y moins k. Et on a presque fini en prenant la somme. Quand je prends la somme là, j'arrive à h de x max y. Et là, j'ai h de x plus h de y égale h de x. Et la preuve est finie. Donc, l'idée de la preuve est d'utiliser la formule en chaîne, utiliser la sous-modularité fonctionnelle, utiliser
vraiment voir de près ce que veut dire ce terme-là, utiliser cette inégalité-là pour beaucoup simplifier le calcul, et après c'est terminé. Juste avant la pause, je veux vous présenter un exemple pour montrer que la borne dans ce théorème-là ne peut pas est la meilleure possible. Et l'exemple est assez évident. Soit x égale x1 jusqu'à xn, tel que xi égale 1, probabilité p, 0, probabilité 1 moins p, et les xi sont indépendants. Donc la probabilité que xi égale 1 est p, et je vais voir soit y une copie indépendante de x, et alors l'entropie de x égale, par indépendance et additivité, égale n fois h de p, et h de x max y. Alors x max y égale 0, la probabilité que x max y égale 0 est 1 moins p au carré. Donc on a h 1 moins p au carré. Et HP, on veut que cette entropie-là soit plus grande que cette entropie-là. Si H de 1 moins P carré est plus grand que H de P, il s'ensuit que 1 moins... disons que P est plus grand, est moins de la moitié, il faut que 1 moins P carré est plus grand que P. Et donc, P carré moins 3P plus 1 est plus grand que 0. Et les deux racines de cette équation sont 3 plus ou moins racine carrée de 5 sur 2. Et donc le graphe est comme ça. Il y a 1. Ce qui implique que P est moins que 3 moins racine carrée de 5 sur 2. Donc cet exemple montre que si P est plus grand que 3 moins racine carrée sur 2, on a un exemple d'un variable où on n'a pas cette inégalité-là, et donc le théorème est, la borne est la meilleure possible. Il y a aussi, étroitement lié à cet exemple, on peut prendre tous les sous-ensembles de taille P fois N et tous les ensembles de taille un peu plus de 2P moins P carré multiplié par N.
alors on peut prendre une famille. Peut-être que je devrais écrire quelque chose pour... juste pour le dire, je ne vais pas le prouver, mais c'est un exercice. Si A consiste des ensembles de taille Pn et de taille plus grand que 2p moins p carré moins un tout petit peu multiplié par n et p est à peu près 3 moins racine carrée de 5 sur 2. On a un exemple d'une famille où... alors, on choisit cette borne-là pour que la grande majorité des ensembles dans A ont taille P de n, parce que les autres sont trop grands pour être nombreux. Et si on prend deux sous-ensembles de taille P multiplié par n au hasard, avec une grande probabilité, la taille de l'union va être très près à 2p moins p carré multiplié par n. Donc ça nous donne un exemple d'une famille où ce n'est pas stable par union, mais c'est presque stable par union. Presque tout. Si on prend deux ensembles dans A au hasard, avec une probabilité très près de 1, proche à 1, l'union va être dans la famille aussi. Mais la probabilité qu'un élément soit dans un membre aléatoire de A est à peu près P. Et donc ça montre que si la conjecture pour les familles, pour la famille presque stable par union, la borne de 3 moins racine carrée de 2 est la meilleure possible. Et donc il y a les deux raisons pour lesquelles le résultat est assez naturel, même si la conjecture de famille vraiment stable par union est toujours ouverte. Donc on aura une pause de 5 minutes, on recommence à 11h03, disons, et je vais esquisser une preuve de ce lemme qui a joué un rôle essentiel dans la preuve. Bien. Je vais essayer de prouver ce lemme ici. Mais je vais commencer par le cas où x égale y. Donc je vais... pour tout x dans 0, 1, h de x carré est au moins phi x h de x, où phi est le nombre d'or. Alors, je vais juste réécrire l'inégalité comme ça. Et noter qu'on a égalité quand x égale 0, x égale 1, parce que là on a 0 et 0, mais aussi
et en x égale phi. Non, psi égale l'inverse de phi. Pourquoi? Parce que h de psi carré moins phi psi h de psi égale h de psi carré moins h de psi égale 0, puisque psi carré égale 1 moins psi, et j'utilise la symétrie de la fonction h. Donc il y a 3 racines, et on va essayer de prouver que le graphe est ainsi. Il y a 0, psi et 1, c'est comme ça. Il y a une racine d'ordre 2 en 0, une racine d'ordre 2 en psi et une racine à 1. Et l'idée est de montrer que ces racines-là sont les seules racines. Et pour le faire, il faut prendre la troisième dérivée de cette application-là. Et ça, c'est assez pénible. Je peux le faire, mais je ne vais pas le faire. À la place, je vais trouver un morceau de papier dans ma poche pour vous dire ce qui est... Et cette fois, j'ai vraiment fait un effort d'écrire. Mais vous verrez que ce n'est pas très important la formule exacte, mais la formule exacte est... alors, la troisième dérivée de h x carré moins phi x h de x et la raison pour prendre la troisième dérivée est d'essayer d'éliminer les logarithmes. Quand on prend la dérivée du logarithme, on a 1 sur x, mais parce qu'il y a la règle en chaîne pour et la règle pour les produits et tout ça, il faut prendre la dérivée 3 fois pour ne plus avoir des logarithmes. Alors ça, c'est la raison. Plus 3 phi x moins 4 plus 2 phi divisé par x multiplié par 1 moins x carré carré. Voilà. Et on arrive à ça après un grand processus de simplification. Et le polynôme cubique tend vers l'infini positif quand x tend vers moins infini et négatif en x égale 0 parce que tout ça disparaît, c'est phi est moins grand que 2. Et ça, c'est tout dont on a besoin. On n'a pas, mais malheureusement, il faut vraiment faire le calcul pour arriver
juste à savoir que la troisième dérivée est négative que le polynôme. Et donc, il a au plus 2 racines dans l'intervalle 0, 1, parce qu'il y a au moins une racine négative et 3 racines en tout. Il s'ensuit que h de x carré moins phi de x, h de x a au plus 5 racines dans l'intervalle 0, 1. Par le théorème de Rolle appliqué 3 fois en comptant leur multiplicité. Et alors, si on peut vérifier qu'il y a une racine d'ordre 2 à 0, une racine d'ordre 2 à psi et une racine... on sait qu'il y a une racine aussi à 1. Alors, on sait qu'il n'y a pas plus de racines. Et donc, si on sait... On peut trouver une valeur où la fonction est positive. La fonction doit être positive dans tout l'intervalle. Alors, h de x, je vais commencer par h de x égale, pour ça, il est moins x log x moins. Ici, je vais tricher un tout petit peu. Je vais prendre les logarithmes à la base e et pas à la base 2 parce que c'est plus facile à prendre les dérivés. Mais tout ce que j'ai fait est multiplié par un constant. Alors ça ne change rien. Alors je vais juste faire semblant que la définition de h utilise les logarithmes à la base 2. Aussi, je pourrais écrire 1 sur log 2 ou log 2 pour être vrai. Mais pour ce calcul, le logarithme veut dire le logarithme à la base e. Alors, h' de x égale moins logarithme de x moins 1 plus logarithme de 1 moins x plus 1 est-ce que oui égale logarithme de 1 moins x moins logarithme de x. Et donc la dérivée de h de x carré moins phi x h de x et 2x h' de x moins phi h de x moins phi x h' de x égale... Alors qui égale 0 en x égale 0. Donc on a une racine de multiplicité 2 à 0, comme on voulait.
Et cela égale 2x logarithme de 1 moins x moins logarithme de x moins phi de plus phi de x logarithme de x plus 1 moins x logarithme de 1 moins x moins phi x multiplié par plus peut-être logarithme de x moins logarithme de 1 moins x. Et maintenant, je veux prouver que cette expression-là égale 0 quand x égale psi, pour avoir une racine d'ordre 2 en x égale psi. Psi égale l'inverse de phi. Alors, quand x égale psi, je vais réécrire. On a 2 psi logarithme 1 moins psi moins logarithme de psi plus phi psi logarithme de psi plus 1 moins psi logarithme de 1 moins psi plus phi multiplié par psi logarithme de psi moins logarithme de 1 moins psi. Et ça va... Est-ce que j'ai fait une... Il ne manque pas un carré là Ah oui, qu'est-ce que j'ai... Merci. H' de x carré, du coup c'est ça qui va... Ah oui, oui. Et là, et là, et là. Je crois que... Merci beaucoup. Mais ça va se simplifier quand même, encore mieux. On va arriver à 0. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser l'effet suivant, que 1 moins au psi égale 1 moins psi carré, et psi carré égale 1 moins psi, et plus évident, le logarithme de psi carré égale 2 logarithme de psi. Et en utilisant ces trois observations, je peux simplifier beaucoup cette expression. Et aussi, peut-être que phi psi égale 1. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je mets ça en parenthèse. Tout ça égale 2 psi. Alors, logarithme de 1 moins psi carré égale logarithme de psi. Logarithme de psi carré égale 2 fois logarithme de psi plus phi multiplié par psi égale 1, donc c'est logarithme de psi. Et là, j'ai logarithme de 1 moins psi égale logarithme de psi carré égale 2 fois le logarithme de psi. Donc j'ai plus 2 phi 1 moins psi logarithme de psi plus, et phi psi égale 1, donc j'ai logarithme de psi moins, et 1 moins psi égale psi carré, donc moins 2 logarithme de psi égale logarithme de psi. Tout est un multiple de logarithme de psi. Qu'est-ce qu'il reste? Il y a moins 2 psi, là, plus 1, plus
2 phi moins 2, puisque phi multiplié par psi égale 1, moins 2 et moins 1. Le plus 1 moins 2, alors moins 1. Égale logarithme de psi multiplié par 2 phi moins 2 psi moins 2. Et vous verrez bientôt que ça c'est 0. Si je multiplie tout en parenthèse par psi, j'arrive à phi logarithme de psi 2. Alors, j'ai multiplié par phi là, et donc je vais multiplier par psi, qui est l'inverse de phi ici. 2 moins, bon, peut-être, je vais mettre 2 là. 1 moins psi carré moins psi égale 0. Alors, petit miracle, mais on a ce qu'on voulait. Et donc, peut-être juste pour... et alors, finalement, notez aussi que quand x est petit, h de x est à peu près moins x logarithme de x. Ce terme-là domine quand on a la forme quand x est proche à 0. Et donc, h de x carré moins phi x h de x est à peu près, peut-être maintenant je préfère x logarithme de 1 sur x. Alors on a x carré logarithme de 1 sur x carré, mais je peux dire 2 fois logarithme de 1 sur x, moins phi x multiplié par x logarithme de 1 sur x est plus grand que 0, puisque 2 est plus grand que phi. Et donc, on commence par être positif. On a un 0 d'ordre 2. Là, on a un 0 d'ordre... On sait qu'il y a une racine là, donc l'ordre du 0 ici doit être au plus 2, parce qu'il n'y a que 5 racines en comptant les ordres. Donc là, il n'est pas possible de faire comme ça, parce que là, j'aurai une racine d'ordre au moins 3. Donc ça doit être positif là aussi. Il n'y a pas plus de racines, et donc la fonction est positive partout. Donc, h x carré moins phi x h x est plus grand que 0 pour tout x dans l'intervalle. OK. Et maintenant, on va réduire le cas général au cas où x égale y. Là aussi, il faut quelques calculs, mais peut-être un peu moins.
soit f de xy égale h de xy divisé par x h y plus y h de x à x, y dans 0, 1 au carré. C'est un peu plus... c'est pas aussi évident que ça si on a 0 ici et 0 là. Et donc on va dire que f de x et y égale 1 alors si x, y égale... et sur la frontière. Alors, le f prend son minimum à un couple x, y à l'intérieur du carré 0, 1 carré tel que x égale y. Une fois qu'on a ça, on aura l'inégalité dont on avait besoin. Et il y a une partie de cette preuve aussi que je ne veux pas vous donner. C'est un exercice un tout petit peu pénible, mais on peut le faire. Et ce n'est pas l'idée, c'est une vérification. Alors, on peut montrer que f est continu. Et c'est évident dans l'intérieur, mais c'est juste une question de vérifier que quand x et y tendent vers 0 ou 1, cette expression-là tend vers 1. Et c'est le cas. Alors, ça, je ne vais pas le prouver. Et f moitié-moitié égale h 1 quart divisé par h 1 sur 2 parce qu'il y a la moitié de h plus. Et si vous vous souvenez du graphe de h 1 quart est moins grand que inférieur à h de... Et donc, le minimum est atteint dans l'intérieur de 0, 1. Et soit alpha le minimum et soit x étoile y étoile x astérisque un couple pour lequel le minimum est atteint. Donc on veut montrer que x étoile égale y étoile.
noter soit g de x, ou g de u égale h de u divisé par u pour toute u, et noter que f de x, y égale g de x, y divisé par g de x plus g d'y. Pour voir que c'est le cas, on divise par x, y, le numérateur et le dénominateur, et on arrive à g de x, y et g de y et g de x. Alors, soit f majuscule de x, y égale g de x, y moins alpha g de x plus g de y. Et alpha était le minimum, et donc par définition de alpha, f majuscule est toujours positif. Alors, f x, y est positif pour tout x, y, et f de x étoile, y étoile égale 0. Parce que alpha était le minimum était atteint par x étoile, y étoile, et donc là on a que ça égale alpha, et donc f par définition égale 0. Il s'ensuit que les dérivées partielles à x étoile, y étoile sont 0. Parce qu'on a un minimum. Et donc je vais voir ce que ça nous donne. Et donc, la dérivée partielle en x égale à x étoile, y étoile. Y étoile, g' de x étoile, y étoile, moins alpha g' x étoile moins 0 égale 0. Et la même chose avec x et y échangé. Donc, je vais multiplier par, pour avoir une constellation, je vais multiplier par x étoile là et par y étoile là pour conclure que x voilà, x étoile, g' de x étoile égale y étoile multiplié par g' de y étoile. Peut-être j'ai multiplié par x étoile, j'arrive à alpha x étoile
G' de x étoile là, alpha y étoile, G' de y étoile, les deux expressions-là sont égaux quand j'ai multiplié par x étoile et y étoile, j'arrive à cette égalité-là. Je voulais montrer que x étoile égale y étoile. Ça donne une indication que c'est le cas. Il suffit maintenant de montrer que la fonction u, g' de u est une injection. Si je peux montrer ça, ça montre que x étoile égale y étoile. Et pour montrer ça, je vais juste commencer par calculer. Alors, g' de u égale h' de u divisé par u moins h de u divisé par u carré. Peut-être je vais juste pour simplifier, parce que vraiment ce qui m'intéresse, c'est u multiplié par g' de u. Je vais montrer que c'est une injection égale logarithme de 1 moins u, on a moins logarithme de u, plus u logarithme de u plus 1 moins u logarithme de 1 moins u divisé par u. On a une constellation et il y a deux constellations. Il y a le logarithme de u qui cancelle là, mais aussi on a 1 sur u moins 1 multiplié par le logarithme de 1 moins u, et tout ça égale logarithme de 1 moins u sur u. Et donc je veux vous convaincre que cette application-là est une injection. Et pour cela, il suffit de montrer que c'est une application strictement décroissante. Je pourrais prendre la dérivée, mais c'est plus facile de dessiner un tout petit peu. Alors, voici un graphe du logarithme de 1 moins u. Quand u est égal à 0, on a juste 1. Et quand u tend vers 1, ça tend vers moins infini. Et donc le graphe de logarithme de 1 moins u est comme ça. Et logarithme de 1 moins u divisé par u, si on a u là, égale la pente de cette corde-là. Et puisque cette fonction-là est convexe ou concave, la pente est strictement décroissante dans u. Alors, logarithme de 1 moins u sur u est strictement décroissante. Et donc x étoile égale y étoile. Alors c'est un peu bizarre cette preuve. C'est pas du tout, pour prouver une inégalité, c'est pas du tout, on va montrer que l'expression à gauche est au plus ça, qui est au plus ça, qui est au plus ça, et finalement on arrive à l'expression à droite. C'est beaucoup moins direct. Mais voilà, ça marche. Et juste pour corollaire,
c'est prouvé, mais juste pour le dire encore une fois, pour toute xy, h de xy est au moins phi sur 2 h de x h y plus y h de x. Et preuve la h de x y divisé par x est minimisé quand x égale y et h de x carré divisé par x, h de x est au moins phi sur 2 au plus x h x par le lemme. Le lemme d'avant. Et là, alors maintenant, la preuve de résultat sur les familles stables par union est complète. Parce qu'il fallait prouver l'inégalité, et maintenant on a l'inégalité, et c'est fini. J'avais une donc sa preuve de Gilmore était très différente parce qu'il y a ce facteur de 1 divisé par 100. Donc il n'a pas du tout utilisé des esprits comme ça. Comment il a fait? De Gilmore, Justin Gilmore. Donc vous avez dit que la constante qu'il a obtenue, c'est 1 divisé par 100 fois phi. Donc, quelle partie de preuve est sa preuve et quelle est la vôtre? Nous avons obtenu un... Mieux, mais oui. Ça doit être différent, c'est la preuve qu'il a c'est trouvée. sa preuve. Oui. Oui, mais je crois qu'il a trouvé une preuve de peut-être cette inégalité, mais avec phi sur 2 remplacé par 1 sur 100 ou quelque chose comme ça. Mais c'est la même preuve, la même idée. Pas, oui, mais juste une preuve encore plus laide que celle que je viens de présenter, qui ne donne pas la borne exacte. C'est quelque chose. Il est clair que s'il y a une borne, on peut trouver quelque chose si on fait un petit effort, mais c'est assez agréable de trouver la meilleure borne. Oui, pendant la pause, j'ai un peu de temps pour essayer d'expliquer pourquoi le problème, la conjecture soi-même, n'est pas aussi facile que ça. On a l'impression quand on voit l'énoncé que ça doit être soit faux ou soit assez facile à prouver. Mais pour l'instant, il est possible que ce soit faux, mais je crois que quand on a vu l'exemple, peut-être j'ai oublié de vous donner l'exemple clé pour montrer que si la conjecture est vraie, 1 sur 2 est la meilleure borne possible. Mais l'exemple est clair. Si on prend
tous les sous-ensembles de 1 jusqu'à n, chaque élément, chaque i appartient à 2 puissance n moins 1 des éléments de A, c'est-à-dire à la moitié des ensembles. Et donc, le 1 sur 2 est la meilleure borne possible. Et une fois qu'on voit cet exemple-là, on peut commencer à réfléchir et penser que, alors si on a un ensemble stable par union, si on a dans la tête, on a une idée que les sous-ensembles de 1 jusqu'à n, il y a l'ensemble vide là, il y a n là, les ensembles de taille n sur 2 là. Si on a un ensemble qui est stable par union, ça va être un peu biaisé vers le haut, et donc moyennement, on devait trouver un élément qui appartient à au moins la moitié des ensembles. Alors, mais il y a des exemples qui montrent que ce n'est pas aussi facile que ça. Par exemple, si A égale l'ensemble vide 1 et je n'ai même pas besoin de l'ensemble vide, 1 jusqu'à 100. Alors, certes, il y a un élément l'élément 1 appartient à 2 tiers des ensembles, mais si je choisis un élément au hasard de 1 jusqu'à 100, avec probabilité 99%, je vais choisir un élément qui appartient que à cet ensemble-là, et donc à la troisième partie de 1 sur 3 des ensembles dans A. Et donc, en moyenne, si je choisis un élément au hasard, je choisis un élément qui n'est pas du tout dans la moitié des ensembles. Et on peut construire beaucoup d'exemples plus sophistiqués que ça. Par exemple, là, on pourrait dire peut-être que les éléments 2 jusqu'à 100 sont équivalents, et peut-être si j'identifie des éléments équivalents, j'arrive à 0, 1 et 1, 2, et maintenant, en moyenne, un élément appartient à la moitié. Mais on peut modifier cet exemple un tout petit peu, juste pour être sûr que ces éléments ne sont pas équivalents, et arriver à un exemple à peu près pareil, qui marche pour la même raison, pour voir que, juste dire, il n'est vraiment pas du tout le cas, même si on identifie les éléments équivalents, qu'on peut choisir le i juste au hasard et dire en moyenne i appartient à la moitié. Mais peut-être, on pourrait dire peut-être il y a une distribution liée à la structure de la famille A, selon laquelle si on choisit i au hasard, en utilisant cette distribution-là, on arrive à pouvoir dire qu'en moyenne, i appartient aux moitiés des ensembles. Mais le problème là est qu'il est trivial que si la conjecture est vraie, il y a une telle distribution. C'est la distribution où on choisit le i qui marche avec probabilité 1 et chaque autre i avec probabilité 0. Donc il faut essayer de dire qu'est-ce que je veux dire par une distribution qui marche, mais pas pour des raisons triviales. Et ça, c'est plus difficile. Une raison pour laquelle l'entropie
une autre raison pour la raison pour laquelle l'entropie est un bon outil pour ce problème est que dans un exemple comme ça, si on imagine qu'on choisit un ensemble au hasard de cette famille-là, une fois qu'on sait que 2 est un élément d'ensemble, on sait que tous les autres éléments 3 jusqu'à 100 sont dans l'ensemble aussi. Et donc, l'entropie nous dit que x3, par exemple, sachant h de x3, sachant x2 égale 0. Alors, l'entropie prend en compte que les éléments 2 jusqu'à 100 ne sont pas très intéressants, ne sont pas très différents d'une façon intéressante. Et donc, quand on utilise la formule en chaîne pour l'entropie, c'est une façon de diviser le problème en prenant en compte quand on a de l'information intéressante et quand on ne l'a pas. C'est juste une idée un petit peu floue, mais je crois que c'est une des raisons pour laquelle l'entropie est un outil très approprié pour ce problème. Alors j'ai un tout petit peu plus de temps, mais juste pour préparer un tout petit peu ce que je vais dire la semaine prochaine, je veux vous donner un ou deux définitions et résultats faciles de la combinatoire additive. On va maintenant, pour la deuxième moitié du cours, on va parler de l'entropie et combinatoire, mais pas que l'entropie et combinatoire additive. Et alors, peut-être. Mais maintenant, pendant les 5 minutes, je vais parler que de la combinatoire additive et pas de l'entropie. Et alors, soit j'ai un groupe abélien et soit A, B, de sous-ensemble de G. La somme A plus B et la différence A moins B et A moins B, tel que A est un élément de A et B est un élément de B. Et souvent, dans la combinatoire additive, on est intéressé par la taille des sommes et des différences, et encore plus intéressé par ce qu'on peut dire si on a de l'information sur les tailles. Si on sait par exemple que A plus A est au plus 100 fois, la taille de A plus A est au plus 100 fois la taille de A, qu'est-ce qu'on peut dire sur la structure de A? Peut-être je vais juste vous donner quelques faits sans preuve, parce que ce sont des exercices. Si A plus ou moins A égale A, alors
A. J'ai oublié le mot en français, peut-être que je ne l'ai jamais su, pour un coset d'un sous-groupe. Translaté? Ah oui, c'est évident. Non. Alors c'est une translatée, j'imagine. Ouais. Une translatée. Comme ça? Ou un translaté? Un. Ok, merci. D'un sous-groupe. Pardon? peut être vide aussi. Ah oui. Ok. D'un sous-groupe H de G ou A est vide. Et si A est un sous-ensemble de Z, alors A plus ou moins A égale A. Encore j'ai besoin d'un sous-ensemble non vide et fini égale est plus grand que 2 fois A moins 1, égalité si et seulement si A est une progression arithmétique. Ça aussi, c'est pas trop difficile à montrer. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps pour un petit résultat, mais au moins je crois que je vais vous donner le résultat et le prouver juste au début de la semaine prochaine, le cours de la semaine prochaine. La distance de Ruja DAB est définie par DAB égale la taille de A moins B divisé par la racine carrée de la taille de A multiplié par la racine carrée de la taille de B. Et pourquoi ça s'appelle une distance? Lemme l'inégalité triangulaire de Ruja que DAC est au plus DAB multiplié par DBC. Donc, après prendre les logarithmes des deux côtés, on a une inégalité triangulaire plus conventionnelle. Et si on développe les deux côtés, on voit que ça équivaut à A moins C multiplié par B est au plus A moins B, B moins C. Et ça aussi, je vais le prouver au début de la semaine prochaine, mais c'est un exercice, on trouve une injection de l'ensemble A-C fois B à A-B fois A-C. Et c'est un exercice pas trop difficile et assez amusant à faire si vous voulez le faire avant le cours de la semaine prochaine.
Mais nous, on va trouver des analogues pour les variables aléatoires en utilisant l'entropie, y compris une version entropique de l'inégalité triangulaire de Ruja. Ça, je ferai la semaine prochaine. Mais j'ai plus de temps. Je vais terminer.